Donc, merci encore pour l'opportunité pour partager avec vous c'est quoi la bioéthique et surtout c'est quoi le rôle des bioéthiciens dans le contexte actuel. Je suis prof de bioéthique depuis 15 ans maintenant et c'est la première fois que j'ai eu autant d'intérêt des médias, des décideurs, des professionnels dans le milieu pour parler de notre domaine et d'interagir pour aider la population à réfléchir à le contexte du pandémie dans laquelle on est tout en train de vivre. Donc, depuis le mois de mars, littéralement, je suis sollicité hebdomadaire. Mes collègues, c'est la même chose. Au point où on a également dû mobiliser nos étudiants de maîtrise et de doctorat pour aider à nous épauler, de penser à les défis dans lesquels on est en train de vivre. Donc, je pose la question, OK, Brent, fine, vous êtes un prof, vous êtes sollicité par les médias, mais pourquoi? On fait quoi en tant que bioéthicien quand les sujets de l'heure qu'on discute, c'est le COVID-19 et le confinement et aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver avec un vaccin? Bien, c'est exactement ça. Rappel au début de le confinement, au mois de mars, le questionnement pour nous en tant que citoyens était OK, wow, on est dans un contexte d'institut, il y a une maladie grave en circulation, les gens commencent à décéder dans les CHSLD, on fait quoi dans ce contexte de crise? Mais le quoi, qu'est-ce qu'on fait, est plein de questionnements éthiques. Ce n'est pas juste une question pragmatique du style comment est-ce qu'on va organiser l'accès à des lits dans une urgence. C'est également un questionnement sur quel droit à être priorisé. Est-ce qu'on traite les vieux? Est-ce qu'on traite les plus malades? Est-ce qu'on traite les plus jeunes? Ces choix de société sont des choix d'allocation de ressources. Comment est-ce qu'on va prioriser accès à certaines ressources comme un respirateur ou un lit dans une unité de soins intensifs? C'est des questions fondamentalement éthiques. Et le défi pour les soignants qui sont en train de fournir ces services, c'est de comment décider quoi bien faire. Donc, depuis le début du confinement, les bioéthiciens sont sollicités par les soignants dans le réseau de la santé, mais également les décideurs en amont pour développer des politiques, des procédures, des façons d'aider le réseau de la santé de bien gérer un contexte de crise. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on peut assumer plein d'autres. On peut, dans certains contextes, être un conseiller. On aide un décideur ou un soignant de répondre à une question précise. On peut être également un commentateur. Donc, beaucoup des interventions que je l'ai faites avec les médias depuis le mois de mars, c'est d'aider les journalistes à mieux nommer les défis éthiques qu'on vit en tant que citoyen et que la société est en train de vivre collectivement pour que, ensemble, les citoyens soient mieux placés pour poser les bonnes questions, à la fois aux décideurs, de comprendre pourquoi notre premier ministre, les ministres de santé sortent avec une nouvelle façon d'imaginer une intervention ou des préventions. D'avoir des contraintes sur nos libertés civiles, c'est un questionnement éthique. Donc, partie du rôle d'un bioéthicien comme moi qui intervient avec les médias, c'est d'aider à nommer ces questions de façon plus précise, d'ajouter du nuance et des fois de participer activement dans la vulgarisation scientifique. Le journaliste ne comprend pas les nuances d'un essai clinique. Mais notre rôle en tant qu'expert en éthique n'est pas nécessairement un expert dans la science fondamentale, c'est parce qu'on a bien travaillé depuis des années avec des scientifiques, avec des cliniciens, on comprend comment ça marche. Et on fait ce job de traduction pour que le journaliste et par la suite le citoyen comprennent bien cette vie, cette réalité et est peut-être mieux placé pour reconnaître que ouais, le vaccin, ça ne va pas arriver demain, ça va arriver peut-être dans des mois. Et pour assurer que ce vaccin est bien développé, on a besoin de comprendre la science en amont. Le fait qu'on a bougé très rapidement, mais il y a des risques avec ça. Donc, depuis quelques jours, on parle des challenge trials. C'est une situation où on va demander aux personnes saines, pas des personnes malades, de participer dans une expérience pour tester un nouveau médicament ou un nouveau vaccin. Mais ce qui est particulier dans ce cas-ci, c'est
on va rendre ces gens malades, on va les infecter pour voir si le médicament ou le vaccin, ça marche, c'est efficace. Ça va contre la plupart de nos normes habituelles en éthique de la recherche, où on ne veut pas mettre à risque quelqu'un qui est sain, on veut développer un médicament ou un autre type d'intervention plus tranquillement en minimisant autant que possible les risques pour qu'on bénéficie de la recherche sans qu'on nuise à les participants. C'est une autre sorte de questionnement éthique qui est un sujet de là parce qu'on cherche des nouvelles interventions pour gérer cette crise. On cherche des médicaments, on cherche des vaccins. On est également dans un contexte de fake news avec Donald Trump, avec toute une discussion sur la hydrochloroquine, de promettre des recettes magiques, comme si on est Harry Potter, on sort le baguette magique et tous les problèmes sont solutionnés. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Par contre, de bien comprendre la science derrière est important, mais aussi le fait que la science et les développements technologiques sont intimement intégrés dans un contexte social, politique, culturel. Donc, partie de notre responsabilité en tant que bioéthicien, c'est oui de travailler avec le grand public, mais aussi avec les décideurs pour lutter contre les problèmes de désinformation, de nommer ça comme un problème de société et d'agir en réponse à ça, d'aider les gens à ne pas être manipulés par des intérêts qui visent quelque chose qui n'est pas là pour le bien commun, qui va peut-être renforcer la stigmatisation d'une certaine communauté ou groupe populationnel parce qu'il y a des intérêts politiques qui visent quelque chose qui est bénéfique pour eux individuellement ou comme groupe, et ils s'en foutent de l'impact sur les citoyens. Une autre sorte de questionnement plus global qu'on peut se demander en bioéthique. Donc, c'est un domaine où il y a énormément de questionnements. On couvre tous les sujets, de les débuts de la vie à la fin de la vie et tout entre les deux. Notre job, en tant qu'éthicien, c'est rarement d'être un décideur. Ce n'est pas moi que le ministre appelle des Brin, qu'est-ce qu'on devrait faire, puis il met ça en place. Ben non. En tant qu'expert, soit comme professeur d'université ou comme professionnel qui travaille dans le réseau de la santé, notre job, c'est d'être un conseiller. On aide les gens à l'intérieur de l'institution de bien nommer le problème, de reconnaître qu'il y a probablement une diversité d'intérêts en jeu et des fois qui sont en conflit, et d'aider à trouver des solutions. Des fois, très souvent, c'est la médiation. Parce qu'on est habitué à travailler dans un environnement interdisciplinaire. Les programmes de bioéthique à l'Université de Montréal sont basés dans l'école de santé publique, un environnement fondamentalement interdisciplinaire. Donc, les bioéthiciens, on est habitué à travailler avec les infirmières, les philosophes, les juristes, les médecins, les décideurs, parce que c'est notre travail. On est toujours dans l'interdisciplinaire. Et en faisant ça, on apprend le langage scientifique ou disciplinaire de l'autre. Et notre travail, c'est un travail de médiation. On met en traduction cette diversité de langues scientifiques et professionnelles et on aide, en le faisant ça, de rejoindre une diversité de personnes pour que les gens communiquent mieux, qu'ils identifient des lieux de consensus et en même temps, les lieux de dissension, des places où on a besoin de travailler. Donc, le job de médiation, super important. On a un job, des fois aussi, dans le développement des politiques publiques, d'aider les décideurs à mettre en place une politique de triage ou d'allocation de ressources et de mettre ça dans un espace public pour recevoir des critiques de la grande société, pour que les procédures, les politiques qu'on met en place ont une acceptabilité sociale. Et s'il n'y en a pas, des fois, on est à l'extérieur comme critique de ces politiques. On lance les pierres, on dit « Wow, il y a un problème ici, on devrait faire autrement ». Ça, c'est mon rôle, surtout comme académique. C'est qu'est-ce que nos étudiants de maîtrise et de doctorat font dans leur projet de recherche. Ils creusent un projet, ils nomment un problème, ils identifient des solutions, puis ils font des recommandations. Mais on a rarement la force de l'implanter, ces solutions. Par contre, les collègues qui sont des bioéthiciens professionnels dans le réseau de la santé, en gouvernement, eux, ils sont mandatés d'aider d'autres décideurs, d'autres cliniciens, d'autres professionnels d'implanter des structures, des mécanismes.
mais c'est rarement des décideurs. Par contre, ils travaillent d'une façon intimement interliée et multiprofessionnelle avec le réseau de collègues autour d'eux pour trouver une solution qui est le mieux adaptée à la situation. Donc, notre job, c'est presque toujours un job d'interdisciplinarité, de collaboration, de mobilisation de divers types de connaissances, mais aussi de formation. On fait de la pédagogie. On aide nos collègues à être mieux outillés pour répondre aux défis qu'eux, ils vont rencontrer. Donc, on fait de la formation. On développe des outils de transfert de connaissances. Par exemple, depuis des années, j'organise des événements grand public. Pourquoi? Parce que ça m'interpelle et le défi, c'est comment est-ce qu'on aide les gens à avoir accès à de l'information. Donc, je mets dans le chat une série de cafés de bioéthique qu'on a organisé en 2019 sur le questionnement de éthique IA, donc intelligence artificielle, données probantes, etc. Cette année, on va recommencer et on a un événement qui va être planifié pour décembre. Ça va être un débat international entre moi et un collègue en France, ouvert à tous les étudiants, grand public, pour réfléchir au questionnement éthique dans le contexte du COVID-19 et la gestion de pandémie. Comment est-ce qu'on décide qui aura accès à un vaccin en priorité? Comment est-ce qu'on décide quel pays? Est-ce qu'on dit pays en voie de développement? On s'en fout, c'est votre problème. On va juste prendre des vaccins pour les Canadiens. Mais ça, c'est un problème dans un contexte de mondialisation où les maladies sont partout. C'est également un questionnement fondamentalement éthique lié à des principes de justice, de distribution équitable, de responsabilité étatique dans un contexte postcolonial, etc., etc. On est fondamentalement dans des grands questionnements et un moyen de le faire, c'est avec des événements grand public pour participer à une démocratisation des savoirs. Un autre moyen de le faire, c'est via des outils scientifiques du style une revue canadienne de bioéthique qu'on dirige depuis plusieurs années et qui était montée avec des étudiants de maîtrise et de doctorat en 2012. Totalement en accès libre, avec un mandat d'être bilingue, de refléter la diversité des enjeux canadiens, mais au-delà, on reçoit des textes de l'international. Et on participe collectivement à l'avancement des connaissances, d'aider les gens à bien poser les questions en profondeur, c'est une contribution à la fois à la communauté scientifique, mais aussi à la collectivité, parce qu'on développe des ressources qui peuvent être réutilisées par d'autres personnes. Donc, en faisant ça, on avance les connaissances, on trouve une meilleure façon de le faire, et idéalement, on trouve une société plus juste, plus équitable, plus responsable. C'est partie de notre devoir, c'est partie de notre passion en tant que bioéthicien. Donc, évidemment, une des questions qui vous intéresse, c'est la raison que vous avez rejoint cette présentation, c'est pourquoi faire la bioéthique, comment le faire. Mais le pourquoi, c'est évident, c'est cool, c'est stimulant, c'est interdisciplinaire et il y a des jobs. Mes étudiants en maîtrise n'ont aucun problème de trouver des emplois parce qu'il y a des comités en éthique de la recherche, entre autres, qui ont besoin de quelqu'un hautement qualifié. On a des étudiants de doctorat qui, même avant de terminer leur doctorat, sont sollicités pour donner des formations, qui deviennent des consultants dans le réseau de la santé, en gouvernement, qui par la suite, souvent après un stage, devient expert conseil à l'intérieur d'un ministère qui développe des nouvelles politiques publiques. On a des anciens étudiants qui travaillent à l'Institut national d'évaluation des services sociaux de la santé, les fonds de recherche du Québec, Santé Canada, etc. Donc, il y a plein de places où les gens peuvent mobiliser leur capacité interdisciplinaire pour aider les gens à trouver des solutions à des problèmes difficiles avec lesquels on doit vivre. Et donc, on veut bien résoudre ces problèmes, mais ils ne vont jamais disparaître. Il y a toujours de nouveaux problèmes et notre job, c'est d'essayer de solutionner ces problèmes. Donc, on a un programme de premier cycle qui va commencer cette année. C'est une introduction à la domaine. C'est quoi la bioéthique? 3 cours de base, un sur l'intégrité scientifique, un autre les fondements de la bioéthique, et un troisième sur bioéthique appliquée. On fait ça comment dans la vraie vie? Avec un mineur en bioéthique, on ne devient pas bioéthicien, mais on devient quelqu'un beaucoup plus informé pour poser des questions de société et de mobiliser cette expertise dans d'autres milieux. D'avoir une boîte à outils éthique, analytique, c'est une ressource. Au niveau de maîtrise, les étudiants deviennent des conseillers en éthique
dans le réseau de la santé, surtout quand ils ont déjà un diplôme professionnel. En tant qu'infirmière, médecin, ergothérapeute, il ajoute une maîtrise en bioéthique et il devient l'expert dans le milieu. Les gens qui font le PhD, ils deviennent des chercheurs, ils avancent les connaissances. Des fois, ils deviennent professeurs de l'université comme moi, ou ils deviennent conseillers experts dans divers milieux gouvernementaux. Parce qu'avec le PhD, ils ont développé une expertise, ils savent comment faire la recherche, ils savent comment communiquer. Il y a une diversité de façons de mobiliser des intérêts en bioéthique. Et des fois, c'est juste quelques cours parce que ça nous outille pour mieux faire notre domaine de passion. En tant que journaliste, en tant qu'infirmière, en tant que gestionnaire. C'est des outils à la fois conceptuels, mais également très appliqués. Ce n'est pas juste le conceptuel, ce n'est pas juste une analyse philosophique, c'est également sociologique et anthropologique et hyper pratique. Parce qu'en fin de compte, on est là pour aider à prendre des décisions. On n'est pas là juste pour réfléchir. Donc, là, j'ai rapidement fait le tour de pourquoi la bioéthique est un domaine passionnant, c'est stimulant, il y a des jobs et il y a plein de possibilités. Maintenant, à vous de me poser des questions qui vous interpellent. Pourquoi penser à la bioéthique? Quels sont les domaines qui vous intéressent? Quels sont les programmes qui vous intéressent? Je suis ici pour vous aider à répondre à ce questionnement. Et déjà dans le chat, il y a toute une série de liens à votre disposition qui parlent des différents programmes, les ressources à l'École de santé publique, sur les pages d'admission, les cafés de bioéthique et la Revue canadienne de bioéthique. Donc, à vous, des questions? Donc, Monsieur Williams-Jones, merci beaucoup. Nous allons prendre, comme vous avez dit, le temps qui nous reste pour répondre aux questions qui nous ont été posées. Donc, les gens à la maison, n'hésitez vraiment pas. La petite boîte QR pardon, est là spécialement pour ça. Donc, si jamais si vous avez quoi que ce soit à poser comme question, elles sont la bienvenue. Je vais commencer peut-être avec une question que j'ai ici. Est-ce qu'il y a des événements qui sont organisés pour le public ou les étudiants, Monsieur Williams-Jones? En tout le temps. Avec le basculement en ligne, c'est hallucinant le nombre d'événements disponibles en ligne gratuits en bioéthique. Littéralement, tu peux faire toute ta formation juste en suivant des webinaires. Et sur les pages de médias sociaux, des programmes de bioéthique et bioéthique online, qui est le axe médias sociaux de la Revue canadienne de bioéthique, je diffuse littéralement chaque jour des annonces pour des webinaires à travers le monde en bioéthique dans tous les différents domaines, en anglais et en français. Nous, au sein des programmes de bioéthique, on organise depuis des années au minimum un congrès scientifique qui est dirigé par les étudiants de maîtrise et de doctorat en bioéthique. Et comme je dis, depuis 2019, des cafés de bioéthique qu'on relance à nouveau cette année et qui va être une série de présentations sur une diversité de sujets, toutes live, Zoom, YouTube Live, Facebook peut-être. International, on vise la francophonie, des collaborations avec des collègues en France, en Afrique, en Belgique, etc. Donc, il y aura une multitude d'événements et c'est une super façon de se plonger dans ce domaine parce qu'ils sont accessibles. On n'est pas dans un langage fermé, on est dans un langage accessible. Et la bioéthique, c'est un terrain de jeu ouvert à tout le monde. Ce n'est pas juste pour un petit groupe d'hyper-experts. Donc, notre intérêt, c'est de diffuser ces connaissances à le plus grand public possible. Donc, vous êtes tout à fait bienvenus. Regarde le site web de l'école, notre page Facebook, Café de bioéthique que j'ai mis dans le lien, programme de bioéthique, Revue canadienne de bioéthique. Il y en a une multitude en tout le temps. Super, merci beaucoup. On a une autre question pour vous. Peut-on faire génie biomédical et finir bioéthicien? Bien sûr. Les disciplines d'origine de nos étudiants couvrent tout le spectre académique et professionnel. Donc, un de mes étudiants antérieur qui a fait maîtrise avec moi, puis ensuite un PhD, un postdoc, et maintenant il est devenu professeur à Simon Fraser. Son diplôme d'origine, c'était le physique. Un de mes étudiants de PhD actuels est biologiste de formation. Il y a 2 étés, il était dans le Grand Nord en train de compter des chevreuils. Et il travaille pour son PhD sur un questionnement autour de la gestion des données en médecine vétérinaire avec une perspective écologique, avec un regard
de bioéthique et de protection des données et accessibilité pour avancer des connaissances. Donc, tout horizon disciplinaire est bienvenu. Oui, on a pas mal de cliniciens, on a des gens qui viennent des sciences de la santé, médecine infirmière, réadaptation, mais on a également des philosophes, des biologistes, des chimistes, des médecins vétérinaires, tout le monde est bienvenu. Nous, on prend pour acquis que la bioéthique, c'est un domaine large. Ce n'est pas juste bio comme la santé humaine, c'est la biosphère. Donc, on prend ça vraiment large et donc, on invite les gens de reconnaître qu'il arrive avec un bagage. Il n'arrive pas comme tabula rasa, il arrive avec une expertise. Et on veut nos étudiants qui mobilisent cette expertise pour ajouter à une réflexion en bioéthique. Donc, c'est toujours avec des ressources que nos étudiants arrivent et ils partagent. Et c'est l'aspect interdisciplinaire qui est tellement stimulant parce que c'est toujours un apprentissage entre les étudiants, mais entre les étudiants et les professeurs. Moi, j'ai l'impression presque toujours que j'enseigne pas, je lance le ballon dans le cours puis on discute et moi, j'apprends. C'est du gagnant-gagnant. Super, merci beaucoup. Et on a une autre question ici. À quoi peut ressembler l'horaire? Donc, dépendant du programme. Notre programme de premier cycle, on vise des cours durant la journée. Nos programmes de deuxième et troisième cycle sont plutôt le soir, de 4 à 7, de 5 à 8, parce qu'on a pas mal d'étudiants qui sont des professionnels qui font des études à temps partiel. Donc, ils ont une journée de travail et par la suite, ils prennent des cours avec nous. Avant le COVID, on faisait ça tout live en personne. Maintenant, on a basculé en mode asynchrone et synchrone. Donc, on donne des cours de 4 à 7 ou de 4 à 6 plutôt, parce que 3 heures de Zoom, c'est vraiment fatigant. Donc, on a mélangé ça avec des vidéoclips, différents textes à lire et beaucoup d'échanges. Mais on a aussi développé 2 cours à la maîtrise complètement en ligne. Donc, on suit ça en asynchrone avec des forums de chat, des fois des Zooms pour échanger. Mais le design, c'est très différent parce qu'on prend pour acquis que le format d'interaction va être en mode asynchrone via des chats et des échanges au lieu d'être fixé à un moment durant la semaine. La plupart des cours sont des cours de 3 heures, évidemment avec un ajustement dans le contexte actuel, mais une fois par semaine, une charge normale à temps plein pour la maîtrise et le doctorat, surtout pour la maîtrise, c'est 3 cours par trimestre. Plus que ça commence à être l'autre. Au niveau d'un étudiant de bac, fait 5 cours par session est pertinent, mais notre programme de bac, c'est un mineur. Donc, l'étudiant va faire 3 cours en bioéthique et il va choisir un panoplie d'autres cours offerts par la FAS, médecine vétérinaire, etc. Donc, il y a beaucoup de choix et l'horaire va dépendre sur le programme et où l'étudiant est dans le cheminement. Génial, merci beaucoup. On a d'autres questions qui rentrent. Est-ce qu'il y a un baccalauréat en bioéthique? Il y en a très peu. En partie parce que c'est un domaine assez jeune, à peine 50 ans. La bioéthique comme domaine commence dans les années 70. Donc, on est plutôt jeune, mais très développé en Amérique du Nord. En Europe, en Afrique, c'est beaucoup plus jeune en tant que domaine de développement. Donc, il n'y avait pas vraiment un besoin de développer un programme de bac entier. La seule que je connais au Canada, c'est à l'Université de Toronto, où il y a un majeur et un mineur. Nous, on prend pour acquis, comme domaine interdisciplinaire, la pertinence d'avoir une formation complémentaire. Par contre, ce que j'encourage fortement un étudiant qui est au cégep, qui veut commencer un bac, pense à soi un majeur dans n'importe quel domaine. Sciences de la vie, philosophie, droit, avec un mineur en bioéthique, c'est très complémentaire. Ou de faire le bac par cumul, de prendre 3 mineurs, 3 blocs, de mettre ça ensemble, parce que ça vous donne une base interdisciplinaire avec des expériences en sciences humaines, en sciences sociales, en sciences de la santé, dans une diversité de secteurs, et ça vous donne un tremplin pour, par la suite, aller à un programme de maîtrise où vous avez déjà un bagage. Les étudiants qui vont avoir suivi le mineur en bioéthique, ben, ils vont être exemptés de notre cours d'introduction à la maîtrise parce qu'il y aura déjà ce bagage. Mais il y aura évidemment une multitude d'autres cours de niveau de maîtrise qui vont profiter, qui sont plus spécialisés. Donc,
il y a plein de possibilités, mais il n'y a pas vraiment une justification pour un diplôme de bac entier parce qu'il n'y a pas de job pour quelqu'un qui sort avec un bac en bioéthique. Ça prend vraiment une maîtrise parce que c'est aussi le niveau en termes d'emploi en général. Si on veut être reconnu comme un expert, ce n'est pas un baccalauréat qui nous donne cette expertise, c'est une maîtrise ou même un PhD. Donc, la justification, c'est le bac, c'est l'introduction. Ça vous donne les éléments de base pour commencer à bien poser des questions, de réfléchir à des façons de faire, de nommer des domaines d'intérêt. La maîtrise, c'est la place où on commence à peaufiner cette expertise, de le mettre en application, de faire des stages pratiques, de mobiliser nos connaissances pour aider d'autres personnes de répondre à leurs défis. On met en application nos connaissances. Mais même dans notre programme de bac, on a fait un cours qui est totalement conçu pour ouvrir l'étudiant sur comment on fait de la bioéthique dans la vraie vie, dans un contexte clinique, dans un contexte de la recherche, en gouvernement, dans le développement des politiques publiques. Donc, il y aura cette ouverture. Mais ce n'est pas le bac qui vous permet de devenir expert. Ça prend au minimum une maîtrise. Super, merci. Nous avons une autre question. Bonjour, si nous intégrions d'abord la maîtrise professionnelle, mais que nous réalisions que nous préférions partir en recherche, cela serait-il possible? Et de recherche à professionnel? Merci pour cette conférence. Totalement. Et nous, on a pris, depuis que moi, j'étais directeur de programme en 2010, une vision qui dit, on a une maîtrise avec deux cheminements. Maîtrise recherche, maîtrise professionnelle. La grande différence, en gros, c'est le niveau de scolarité. L'étudiant en maîtrise professionnelle fait 30 crédits, fait 10 cours. L'étudiant en recherche fait 7 cours et un mémoire. Maîtrise professionnelle, il fait un travail dirigé, donc un travail de synthèse d'une cinquantaine de pages, mais c'est quand même un mini projet de recherche. Nos étudiants qui font la maîtrise professionnelle, souvent, c'est parce qu'ils font ça à temps partiel. Donc, les programmes de deuxième cycle sont façonnés comme gigon. On peut commencer à temps partiel avec le micro-programme, 6 cours. Par la suite, prendre le DESS, 10 cours. Ah, ben, tu as déjà fait 6 cours, tu as juste un autre 4 cours à faire. Maîtrise professionnelle, j'ai terminé le DESS, j'ai plus de scolarité à faire, j'ai juste le travail dirigé. De cette façon, j'ai eu des étudiants faire la maîtrise en 4 ou 5 ans à temps partiel. Mais il peut également faire ça en 2 ans à temps plein avec une plus grande scolarité et un mini-travail de recherche, un travail dirigé, où il dit, non, j'ai vraiment un gros projet en tête que je veux le mener, je fais 1 an de scolarité, 7 cours, et je commence en printemps, l'année, deuxième année, mon projet de recherche, je fais un mémoire, ça c'est une centaine de pages. Les deux, ça se fait en 2 ans. Mais le maîtrise recherche, ça se fait à temps plein. Le maîtrise professionnelle, ça peut également se faire à temps partiel ou à temps plein. Par contre, les deux, c'est une maîtrise égale. Donc, j'ai, comme je dis, l'étudiant qui est maintenant prof à Simon Fraser a fait notre maîtrise professionnelle, puis ensuite, il a fait un PhD, et par la suite, il a fait un postdoc à l'États-Unis. Donc, tout à fait possible de faire notre maîtrise professionnelle et dit, oui, parce que le maîtrise professionnelle, ça vous donne une vision plus large sur le domaine parce qu'il y a plus de scolarité et il y a la possibilité de faire, il y a l'obligation de faire au minimum un stage. C'est des mini-stages de 3 crédits, l'équivalent de 3 ou 4 mois à demi-temps, ou tu peux même faire 2 stages. Il n'y a pas de place pour ça dans le maîtrise recherche, mais l'étudiant peut faire minimum un stage durant la maîtrise de recherche et même au PhD, nos étudiants font des stages. Donc, il y a plein de possibilités pour avoir une pratique expérientielle. On peut changer le programme jusqu'à la fin de la première année. On dit, OK, vraiment, j'ai fait 6 cours maintenant, j'ai un méga projet en tête pour la maîtrise, je bascule de maîtrise professionnelle à maîtrise de recherche. Et vice-versa, il n'y a pas de problème. Et les deux ne sont pas d'entrée pour le PhD. La seule exigence, c'est que l'étudiant qui veut aller au PhD, on veut qu'il prenne notre cours de méthode de recherche pour qu'ils soient habilités au niveau de PhD de faire une recherche autonome. Mais ils apprennent à l'intérieur de leur maîtrise de faire des recherches et ils travaillent avec des professeurs qui sont des chercheurs. Donc, dans tous les cas, ils développent ses compétences en recherche, ils mobilisent nos étudiants, ils publient. Les étudiants de maîtrise publient des articles scientifiques. Souvent, la maîtrise est rédigée même comme en format d'article. Et ça le permet d'avoir des bourses, être compétitif ensuite pour des bourses de PhD ou de passer dans le milieu professionnel avec de l'expertise et d'être embauché. Donc, il y a plein de possibilités et l'idée, c'est que les programmes s'adaptent aux besoins de l'individu.
On n'impose pas une vision sur l'individu. On dit, tu as besoin de quoi? Comment est-ce qu'on peut vous aider avec ça? Et on adapte à ça. Parfait. Nous avons une autre question. Combien de temps dure la formation? Très intéressant comme conférence, merci. Donc, dépend de la formation. Donc, si c'est le mineur, mais un mineur à temps plein, c'est en gros 1 an dans un baccalauréat. Un bac qui prend 3 ans. Le micro-programme de 2e cycle, ça se fait en 2 trimestres à temps plein, parce que c'est ce cours. DESS, ça prend 3 trimestres à temps plein. Maîtrise, que ce soit la maîtrise professionnelle ou maîtrise de recherche, à temps plein, c'est 2 ans. PhD, ça prend 4 ou 5 ans. Mais PhD, tu fais ça à temps plein. Un PhD à temps partiel, ça dure 8 à 10 ans. Tu ne trouves pas un job avec ça après. Parce que tu es toujours en train de refaire ton revue de littérature, ça ne marche simplement pas. Maîtrise professionnelle à temps partiel, 4 ans, 5 ans, ça se fait. Mais l'étudiant qui dit, Bryn, j'ai un job à temps plein, je peux faire un cours par trimestre, tu ne lances pas directement dans la maîtrise, tu commences avec notre micro-programme de 2e cycle. Tu fais ça à temps partiel. Et par la suite, tu fais le DSS et par la suite, tu fais la maîtrise. J'ai 2 anciennes étudiantes qui sont maintenant conseillers en éthique dans le réseau de la santé qui font exactement ça. Avec 10-20 ans d'expérience en tant que professionnel, avec une maîtrise ajoutée, ils sont embauchés comme éthiciennes dans le réseau de la santé. Mais on a également des étudiants tout jeunes qui terminent une maîtrise à 25 et qui deviennent conseillers en éthique de la recherche, par exemple, et gèrent un CER. Ils sont le personnel expert pour faire fonctionner un comité en éthique de la recherche. Plus difficile de devenir éthicienne dans le milieu clinique quand on n'a pas de formation en tant que clinicien. Donc, souvent, la maîtrise, c'est un complément à ça. Si on est passionné par le milieu et on n'a pas de background comme infirmière ou comme médecin, on fait une maîtrise à 25, essaye de dire à un médecin que, ben non, ton truc, ça ne marche pas, ça passe pas bien. Ça prend plus de crédibilité, le PhD, et un fellowship en éthique, et là, tu as la crédibilité pour dire, OK, regarde, on va faire autrement. Donc, tout dépend de ce où on veut aller. Mais aussi, c'est des études où on peut rejoindre les études plus tard. Mon dernier étudiant de PhD a gradué, elle avait 68 ans. Elle a fait un PhD parce qu'elle était intéressée. Elle n'a pas fait ça pour faire carrière. Elle était juste intéressée. Mon premier étudiant de maîtrise, quand j'ai commencé en 2005, il avait l'âge de mon père. Il avait 65 ans. Il était retraité. Il cherchait une formation pour mieux faire son travail de bénévole. Donc, il y a plein de possibilités, il y a plein de cheminements. Il n'y a pas une façon de le faire. C'est à vous de décider c'est quoi votre intérêt et vous me dites, Bryn, aidez-moi à identifier des pistes. Et là, je dis avec plaisir. Super. Nous avons une autre question. Bonjour, est-ce qu'on peut étudier en bioéthique en anglais à l'Université de Montréal ou bien il faut aller à Toronto? Le programme de l'Université de Montréal, c'est en français. Donc, on a des étudiants qui sont anglophones et qui suivent leurs études en français. Mais on a par exemple, il y a la possibilité de rédiger vos travaux en anglais. J'ai des étudiants qui ont rédigé de maîtrise, doctorat, même les essais dans les cours. On peut faire ça en anglais. La vaste majorité de la littérature qu'on utilise dans les salles de cours, c'est un mélange de français et anglais. Mais c'est une formation en français. Donc, pour bien profiter de l'expérience, on a besoin d'être à l'aise avec au minimum l'écoute et l'oral. On n'a pas besoin d'être parfait dans l'écriture, mais tant mieux si vous pouvez profiter de cette expérience. C'est un environnement fondamentalement bilingue, mais les cours sont enseignés en français. Par contre, il y en a d'autres lieux. On peut étudier à McGill en anglais, programme beaucoup plus petit que le nôtre. L'Université de Toronto, programme probablement équivalent en termes de taille que le nôtre. Par contre, la différence, c'est le programme à l'Université de Montréal, c'est le seul au pays qui a une maîtrise en bioéthique. Les autres, c'est des options à l'intérieur de notre discipline, dont Health Sciences ou Philo, quelque chose comme ça. Nous, on est interdisciplinaire, bioéthique et le libellé pour le micro, le mineur, le DESS, le maîtrise, le PhD. Donc, c'est un des aspects qui est unique avec la formation qu'on nous donne. Et la philosophie est une philosophie, pas un sous-groupe d'une discipline, c'est fondamentalement interdisciplinaire. Mais il y a plein d'étudiants, si tu fais l'effort
d'apprendre la langue, de profiter de ça. Parce qu'un des aspects super innovants, c'est on n'a pas juste la bioéthique anglo-américaine et on n'a pas juste une bioéthique européenne. On est un pont entre les deux. On fait cette communication et c'est les choses qui nous rendent uniques. Notre point de vue, nos repères sont beaucoup plus larges parce qu'on regroupe à la fois la francophonie et le monde anglo-saxon. Donc, c'est une force de ce qu'on offre en bioéthique à l'Université de Montréal. Parfait, merci. On a peut-être le temps de répondre à une dernière question. Il va falloir aller un petit peu plus vite pour celle-là. Donc, bonjour. Est-il possible, avec un Master 2 en éthique en santé publique réalisé en France, de candidater pour un doctorat en bioéthique au sein de votre université? Quelles sont les premières démarches à effectuer? Oui. C'est très fréquent qu'on a des étudiants qui veulent venir chez nous faire un PhD après avoir fait une maîtrise dans un autre domaine. Avec un M2 en France, comme avec une maîtrise dans n'importe quelle autre discipline fait au Canada, vous avez besoin de faire notre année de propédeutique, le microprogramme, parce qu'on veut assurer que vous commencez le PhD avec déjà en main les cours de base en bioéthique. Mais ça se fait en 2 trimestres à temps plein. Donc, en tant qu'étudiante internationale, c'est totalement faisable, c'est très fréquent. Et c'est la réalité de la plupart de nos étudiants qui rentrent dans le PhD, qui n'ont pas eu notre programme de maîtrise, bien, ils viennent d'ailleurs, ils font le microprogramme. C'est génial parce que ça vous permet de plonger dans un nouveau domaine, de bâtir des relations de collaboration avec des collègues, d'identifier un superviseur, une équipe de recherche, de planifier le financement, tout ça. Le microprogramme, c'est le lieu, le point d'accès. Donc, si vous visez un PhD, applique à notre microprogramme en disant « je fais ça pour, par la suite, aller au PhD ». Parfait. Donc, voilà ce qui conclut déjà cette conférence. Merci énormément, M. William Jones, pour cette belle présentation. Et merci à vous, surtout à la maison, d'y avoir assisté. Merci également à nos modérateurs.